Et si le Maroc manquait d'eau dans les prochaines années? La question n'est plus de la science-fiction, mais bel et bien la réalité. L'eau manque de plus en plus et l'année 2022 a été une des pires années de sécheresse du royaume. Toutes les hypothèses étaient ouvertes, dont des coupures intermittentes dans les grandes villes du pays. Alors l'eau est-elle en passe de véritablement porter son nom d'or bleu au Maroc? Comment en est-on arrivé là et quelles solutions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 12 janvier 2023, je vous propose de parler de la mer de toute vie, l'eau. Bonjour Amine. Bonjour. Rédacteur en chef de Tel Quel, co-auteur du dossier Stress hydrique, le Maroc toujours assoiffé. C'est à la une du numéro 1025 de Tel Quel et disponible sur telquel.ma. Article Amine qui débute par cette citation. Le Maroc est l'un des pays les plus pauvres en eau au monde et se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue fixé à 500 mètres cubes par personne et par an. L'indice de la gravité croissante des sécheresses constitue déjà une source majeure de volatilité macroéconomique et une menace pour la sécurité alimentaire nationale. C'est le constat que vous avez relevé du dernier rapport climat et développement du groupe de la Banque mondiale. Amine, est-ce que franchement, on doit avoir peur et craindre à l'avenir une multiplication des restrictions, voire des zones sans eau? Oui, en fait, pour être clair, le Maroc a toujours été un pays aride à semi-aride. Donc, avec des zones où il y a de fortes précipitations et d'autres zones qui connaissent des phases, on va dire, cycliques de stress hydrique. Avec le réchauffement climatique, le Maroc, ainsi que l'ensemble du Maghreb et une grosse partie du continent africain, paye les pots cassés de l'industrialisation folle des pays occidentaux et d'autres pays comme la Chine, l'Inde, etc. C'est une situation assez inédite où on se retrouve à devoir réparer une erreur qu'on n'a pas commise. Ça a été aussi un des gros sujets de débat lors de la dernière COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, où le débat était entre pays africains et pays occidentaux sur la responsabilité et sur est-ce qu'il y aura matière à dédommagement pour ces pays-là à qui on va obliger, si vous voulez, de mettre un frein à leur industrialisation qui est nécessaire pour leur développement économique, ou bien à sauter le pas rapidement de la décarbonation. Bon, il y a aujourd'hui des zones qui existent au Maroc sans eau, ou en tout cas très souvent sans eau. Ça va se multiplier à l'avenir ? Oui, c'est ce qui est prévu par le CCDR. Le CCDR, c'est justement le rapport climat et développement du groupe de Banque mondiale. Donc ce sont des experts qui travaillent pour le compte de la Banque mondiale qui préparent ce rapport-là. En fait, ce rapport-là lance un signal d'alarme, évoque aussi tous les problèmes qu'il va y avoir au niveau, qui risque d'y avoir au niveau macroéconomique et en développement, l'apport aussi sur le PIB du pays. Mais un fait très intéressant qu'on a relevé aussi dans l'article, c'est aussi la possibilité d'une explosion de l'exode rural, de voir des migrations climatiques. La projection la plus alarmiste évoque jusqu'à 1,9 million de Marocains qui risquent de devoir quitter leur maison. Donc c'est presque 5,4% de la population totale du royaume. D'ici 22 ans, à l'horizon 2050. Donc ça, c'est la projection faite par un rapport du groupe Groundswell 2.0. C'est la projection la plus alarmiste. Et le scénario le plus inclusif où l'ensemble des réformes de gestion de l'eau sont mises en place, ce chiffre pourrait baisser jusqu'à 0,5 million, soit 500 000 personnes. Alors Amine, vous avez mis la main aussi sur un récent livre blanc rédigé par une dizaine d'experts lauréats de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Ce que nous disent notamment ces experts, c'est qu'il faut penser politique de l'eau de manière globale. Et notamment la gestion de la demande en eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pointer du doigt l'agriculture comme source de stress hydrique, c'est faire fausse route? Ça n'est pas vraiment ça, mais la question est de mettre la gestion de l'eau dans une vision plus globale, où l'agriculture est un effet comme un autre. Donc il y a le poids, c'est vrai, de l'agriculture intempestive, il y a la question très médiatisée des cultures de pastèques, d'avocats, de dattes aussi dans des zones arides, voire semi-arides, mais il y a aussi la question de la gestion de la demande, de la gestion de l'offre, de la gouvernance, de la vision à long terme d'une vraie stratégie de lutte contre le stress hydrique. Et il y a aussi d'autres questions comme la réadaptation de l'infrastructure dédiée. Donc, ce qui est intéressant sur ce livre blanc, c'est qu'ils ont vraiment une vision 360 du problème, où plusieurs recommandations ont été émises qu'on cite dans l'article, et où la politique agricole est pointée du doigt, mais, comme on a dit tout à l'heure, n'est pas vraiment l'ensemble du problème.
L'agriculture, on rappelle, et vous le dites d'ailleurs dans votre article, c'est 87% de la consommation nationale d'eau. Plusieurs experts ces dernières années, notamment ces experts de l'Institut agronomique et vétérinaire à Sainte-Deux, pointent du doigt une gestion quelque part hasardeuse des agricultures et de la consommation d'eau dans le secteur. Le plan Maroc Vert a souvent été critiqué comme ayant favorisé des agricultures très consommatrices d'eau, vous l'avez rappelé, les pastèques notamment, sur des terres qui n'étaient pas forcément les plus optimales. Est-ce qu'il y a une grande responsabilité du plan Maroc Vert dans ce stress hydrique que nous connaissons aujourd'hui? En fait, il y a deux visions. Si on prend la vision de l'exécutif, lorsqu'on les a contactés, leur réponse a été catégorique. Non. Pour eux, non, il n'y a aucune responsabilité. Et ils vont au-delà, ils évoquent le fait que l'agriculture ne soit qu'au 3e rang actuellement des consommateurs d'eau, que l'eau potable et la consommation en eau potable et l'industrie sont plus prioritaires, mais ce sont des chiffres qui parlent sur cette année-là et l'année dernière, donc là où il y a eu le début du pic de stress hydrique. Après, sur le plan Maroc Vert, c'est vrai que lorsqu'on voit tout le dispositif qui accompagne le plan Maroc Vert, les incitatifs, les fonds qui sont alloués pour s'équiper en matériel hydrique, il y a rarement un contrôle qui va avec. Est-ce que cela est un problème du plan Maroc Vert ou bien des agriculteurs qui vont vers le profit maximal et ne pensent pas à sauvegarder leurs ressources? Il y a deux écoles et il y a aussi une piste qui a été dressée par les experts, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas des techniques alternatives qui sont mises au point pour accompagner l'agriculture. Beaucoup de gens parlent du goutte à goutte, de l'agriculture raisonnée, de l'agritech où avec des logiciels, de la data, on va pouvoir bien voir la consommation et essayer de la cibler, la personnaliser au maximum, mais il y a aussi tout ce qui est récupération des eaux pluviales, tout ce qui est récupération des eaux fluviales aussi, tout un pendant où il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi une manière ancestrale de gérer l'eau dans les zones arides, etc., qui serait intéressant de remettre à jour. Emilma, le droit à l'eau, tout ce qui est ou dans les zones où justement où il y avait de l'aridité, ou bien dans les zones montagneuses où il y a des cultures en plateau. Donc il y avait une gestion commune et communautaire de l'eau. Balancer le plan Maroc Vert ou bien pointer du doigt le plan Maroc Vert serait hasardeux. Parce qu'il a quand même un apport sur les populations rurales, sur le secteur de l'agriculture, sur les points à l'exportation. Les derniers chiffres de l'exportation en sont en preuve. Mais il serait intéressant et surtout il serait urgent de revoir ça à l'aune de ce qui se passe en termes de stress hydrique. Vous me corrigez si je me trompe, Amine. Je n'ai pas le souvenir de voir une réponse du ministère de l'Agriculture à un journal ou un journaliste sur les critiques par rapport au plan Maroc Vert. Alors là, je ne saurais vous dire. En tout cas, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est vrai qu'il y a rarement des sorties, on va dire, en interview, etc. On peut grappiller que ça. Mais nous avons une réponse détaillée en plus. Détaillée sur plusieurs points. On n'a pas tout pu publier, mais on a eu une réponse officielle du ministère par rapport à ça, ce qui est déjà important. Quoique, ils restent campés sur leur position, ce dont non plus on ne va pas les juger. Quelque part, derrière cette idée de plan Maroc Vert et ces critiques, il y a aussi une question qui se pose, et qui est posée en filigrane, j'ai l'impression, dans le rapport des experts de l'IAV, c'est la question de l'exportation agricole à l'avenir. Est-ce qu'il va falloir arrêter tout parce qu'on exporte trop d'eau ? Eux-mêmes, c'est important de citer ça pour leur gouverne et pour ne pas parler en leur nom. Ils ont plusieurs fois cité dans leur rapport que la question agricole, ils en ont parlé, mais qu'ils n'avaient pas fait quelque chose de détaillé et qu'ils comptaient faire quelque chose de détaillé dessus. Le ministère aussi, dans sa réponse, avait dit qu'il prenait note du livre blanc, qu'il allait prendre contact avec les experts justement pour voir ce qu'ils pouvaient prendre, etc. Ce qu'ils feront à l'avenir, on ne sait pas, on n'a pas plus de détails, mais je ne pourrais pas dire que les experts ont eu une vision très catégorique sur la question. Ils ont par contre émis des recommandations claires sur plein d'autres sujets, notamment le volet gouvernance, infrastructure, gestion de l'offre, gestion de la demande, mais aussi des recommandations sur les solutions miracles, si vous voulez, entre guillemets, notamment le dessalement de l'eau de mer, qui est très intéressant, parce qu'on l'a cité aussi dans l'article, où ils ont rappelé que le dessalement de l'eau de mer ne sera pas la solution miracle pour l'agriculture, que c'est une technologie, certes très importante, mais qui reste hautement dédiée à l'alimentation en eau potable des centres urbains, et que le coût de revient pour un agriculteur pour acheter de l'eau dessalée
est trop cher pour la majorité. Il faut vraiment que ce soit un segment agricole à très haute valeur ajoutée pour pouvoir se payer ce type d'eau. Alors, au volet solutions, cet institut nous dit quelque part il faut la boussole, la bonne gouvernance notamment, une vision globale. Et puis il y a aussi un plan national de l'eau qui est en application depuis quelques temps maintenant. Objectif, entre autres, mieux rationaliser l'eau. Est-ce que c'est la solution miracle, ce plan national de l'eau ? Solution miracle, aucune solution n'est miracle, mais il a le mérite de poser les questions. Il a le mérite de poser les questions, c'est des orientations très claires. Reste à savoir sur le financement, parce que lorsqu'on revient au rapport du CDR, on parle vraiment d'une somme astronomique, 41 milliards de dollars, sur l'ensemble de la période d'exécution. Donc on parle d'ici à 2050. Donc plus de 400 milliards de dirhams. Plus de 400 milliards de dirhams, mais c'est étalé sur les 20 prochaines années, la vingtaine d'années d'ici à 2050. Reste à savoir, on parle dans l'article, quelle sera la part de contribution du privé. Justement, ça fait partie des orientations de l'État qui ont été citées au plus haut niveau de l'État aussi. Le souverain lui-même en a parlé, que le secteur privé se doit de prendre en main plus d'investissements à portée publique et d'augmenter sa part dans l'investissement national. Quoi de mieux que ce genre de secteur, vu son côté stratégique et même existentiel. L'objectif ou bien le défi sera de voir quelle sera la part du privé dans cela, justement dans la construction de nouvelles unités de barrage, dans la construction de nouvelles unités hydrauliques, dans tout ce qui est gestion des ressources fluviales, récolte et gestion des eaux pluviales, mais aussi sur la réutilisation des eaux usées. Alors, ce sont plein de volets très budgétivores où il y a des infrastructures assez lourdes à mettre en place, où le privé peut s'intégrer en tant que PPP, ou voire même gérer de bout en bout quelques secteurs qui sont le moins stratégiques, si vous voulez, où il n'y a pas vraiment un intérêt stratégique poussé, où l'on peut laisser le privé gérer ça de bout en bout. Donc on a déjà ça pour le plan national de l'eau. Il faut aussi la preuve de confiance au niveau de la gouvernance, mais surtout aussi de la gestion de l'offre et de la demande, parce que c'est un volet très intéressant, on en parle rarement. C'est pour sensibiliser les gens à la ressource, sensibiliser les gens à l'utilisation. On peut aller très loin. Ça peut aller vers des changements en matière d'urbanisme, par exemple abandonner le gazon, aller vers des modèles plus respectueux, on va dire, de l'écosystème. Donc il y a tout un mindset, si vous voulez, à changer sur cette question-là. Et c'est des questions très intéressantes que le livre blanc a pris à bras-le-corps de mettre en avant. Merci beaucoup, Avec Amine. plaisir. Amine Ater, rédacteur en chef de Tel Quel et auteur de ce dossier donc disponible sur telquel.ma, Stress hydrique, le Maroc toujours assoiffé. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.